Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 histoires effrayantes, des histoires qui je l'espère vous plairont. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram @HakenTV si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée. Et si maintenant vous êtes bien installé, laissez-vous découvrir en ma compagnie ces 5 histoires les plus effrayantes. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Stéphanie. Stéphanie nous explique qu'à un moment donné dans sa vie, elle a déménagé dans une jolie petite ville en compagnie de sa maman et de sa petite sœur. Stéphanie venait de vivre un moment plutôt compliqué dans sa vie, donc elle était plutôt heureuse de changer d'environnement, de prendre un nouveau départ, mais elle ne s'attendait clairement pas à vivre quelque chose qui allait autant l'effrayer. Dans cette nouvelle vie, Stéphanie a essayé de se faire quelques connaissances et elle a trouvé un ami en la personne de quelqu'un que nous appellerons Mathieu. Ce Mathieu était le gérant d'une boutique et avec Stéphanie, ils s'entendaient extrêmement bien. D'ailleurs, Mathieu avait même sympathisé avec sa maman et avec sa petite sœur. Et à un moment donné, Stéphanie s'est mise à la recherche d'un emploi parce que sa maman avait du mal à joindre les deux bouts. Financièrement pour la famille, c'était assez compliqué. Mais malheureusement, Stéphanie, dans sa recherche, n'a pas de chance. Elle essuie énormément de refus. Il n'y a pas énormément de postes à pourvoir. Mais à un moment donné, Mathieu se présente comme quelqu'un qui vient la libérer de ce poids. Il dit qu'il a un emploi à proposer dans sa boutique et qu'il y aurait même également un appartement au-dessus de la boutique qui était disponible. Et il était totalement disposé, sachant qu'il en est le propriétaire, à le proposer à Stéphanie pour une somme assez réduite. Pour Stéphanie, c'est une aubaine, déjà parce qu'elle a un travail et elle pourra aider sa maman, et en plus de ça, elle pourra prendre son envol. Jusqu'à présent, elle vivait avec sa mère, donc ça lui aurait permis de prendre son envol par la même occasion. Donc Stéphanie dit qu'elle va y réfléchir, c'est une décision quand même assez importante. Et un soir, Mathieu s'est présenté au domicile de Stéphanie. La raison de sa venue est qu'il comptait montrer le fameux logement, l'appartement disponible à Stéphanie, car elle ne l'avait, elle, jamais vu. Stéphanie était d'accord, Mathieu a dit qu'il y en avait seulement pour une trentaine de minutes. Donc Stéphanie a prévenu sa maman qu'elle allait partir avec Mathieu et tellement en confiance, elle n'a même pas pris son téléphone avec elle. Sachant que la maison où vivait Stéphanie avec sa maman et sa petite sœur n'était pas directement en ville, il y avait un petit peu de trajet mais rien d'insurmontable, ce n'était pas très long du tout. Le trajet commence et au fur et à mesure du temps, Stéphanie se rend compte qu'en réalité Mathieu ne conduit pas vers le centre-ville, là où il y a la boutique et donc l'appartement, mais qu'il semble au contraire s'éloigner de celui-ci pour s'aventurer dans une zone plus boisée, plus isolée. Stéphanie a du mal à comprendre ce qu'il se passe, elle en parle donc à Mathieu et Mathieu explique qu'avant de passer à l'appartement, il souhaitait lui montrer un endroit absolument magnifique. Là, dans la tête de Stéphanie, il y a deux pensées. Une pensée positive et une autre un peu moins. La pensée positive lui dit que Mathieu, qui vit depuis un moment dans le coin, veut peut-être réellement partager un lieu qu'il apprécie fortement avec Stéphanie. L'autre pensée, nettement moins positive, c'est que Mathieu a une idée derrière la tête. Donc, Stéphanie passe dans un mode entre guillemets analytique. Elle essaie de faire attention aux différents faits et gestes de Mathieu, de voir s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient la mettre en garde. Et pour le moment, elle se rend compte que Mathieu a le même ton qu'habituellement. Il est plutôt jovial, plutôt gentil, amical, donc c'est quelque chose qui n'inquiète pour le moment pas plus que ça Stéphanie, mais elle se dit qu'au cas où, eh bien, elle devra peut-être tout tenter pour s'enfuir. Quand elle se dit ça, le véhicule roule assez rapidement, donc pour elle impossible de se dire qu'elle va sauter de la voiture sans se blesser, donc elle patiente en restant vigilante. Et à un moment donné, la balance des deux pensées penche d'un côté, et du côté de la pensée plutôt négative, car Mathieu prend un virage et il avance sur un chemin de terre, une route très peu dessinée qui conduit vers un endroit encore plus isolé. Donc là, Stéphanie comprend que quelque chose de négatif est en train de se produire. Là, étant sur un chemin de terre, Mathieu a ralenti. Alors, si Stéphanie veut s'enfuir, elle peut le faire. Elle pourra sortir du véhicule sans éviter de trop se blesser. Mais bien qu'elle prenne des précautions,
si on peut dire ça comme ça, elle a toujours la pensée un peu plus positive où elle se dit que Mathieu a toujours été très sympathique, il n'a jamais rien fait qui pourrait laisser penser qu'il avait de mauvaises intentions. Donc Stéphanie attend. Et à un moment donné, Mathieu et Stéphanie arrivent à la destination où l'homme voulait aller. C'était un endroit extrêmement isolé, vraiment des arbres entouraient toute la zone. Si on criait, c'est sûr que personne ne nous entendait. Et pour s'enfuir, c'était également assez compliqué. Et détail, à cet endroit-là, il y avait un autre véhicule, complètement seul, et ce véhicule était occupé. Pour Stéphanie, il n'y a absolument aucun doute sur ce qu'il se passe dans la voiture. Il y a un couple qui est en train d'avoir des relations intimes. Peut-être un fantasme qui est en train de se réaliser, on ne juge pas. Mais c'est quelque chose qui rassure un peu Stéphanie parce que se dit, bon, il y a quand même d'autres personnes ici. Et c'est là que, alors qu'elle était en train de se rassurer, que quelque chose la sort de ses pensées, cette chose, c'est la main de Mathieu qui s'est posée sur sa jambe. Instinctivement, elle regarde Mathieu dans les yeux, et là, elle remarque qu'il a un sourire extrêmement malsain, comme si c'était un homme complètement différent que celui qu'elle avait côtoyé par le passé. Et Mathieu dit, on devrait faire comme eux. Concrètement, il demande à Stéphanie d'avoir des relations intimes. Stéphanie, elle, est en panique, elle est dans un endroit isolé, elle n'est pas sûre que les personnes qui sont dans le véhicule en face peuvent entendre quoi que ce soit s'ils sont occupés. Peut-être que eux vont se dire aussi que les personnes qui sont arrivées sont là dans le même but. Donc elle se dit que si jamais Mathieu tente d'abuser d'elle, elle sera livrée à elle-même. Mais Stéphanie décide de rester stoïque. Elle ne veut pas montrer qu'elle est complètement apeurée. Elle ne veut pas faire ce plaisir à Mathieu. Donc elle dit que sa maman doit sûrement l'attendre. Et Mathieu répond à cela d'un air assez assuré que sa maman ne lui en voudra pas si elle met un peu plus de temps à rentrer. Il y a une sorte de négociation qui s'ensuit, une négociation qui n'est pas normale bien évidemment, quand c'est non c'est non. Et au bout de cette négociation, finalement, Stéphanie arrive à convaincre Mathieu de la ramener chez elle. Il ne va pas au bout de sa malsénité et il ramène donc Stéphanie à son domicile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mathieu et Stéphanie arrivent devant chez Stéphanie. Elle, sans se faire prier, elle sort du véhicule et elle rentre chez elle, mais Mathieu la suit. Et la mère de Stéphanie assiste à la scène. Et elle, pour le moment, elle ne voit rien de particulier. Elle accueille Mathieu à l'intérieur de la maison, pendant que Stéphanie, elle, se précipite dans la cuisine, prend un couteau et elle se dirige directement dans la chambre de sa sœur. Elle lui dit, tu n'ouvres la porte sous aucun prétexte, peu importe ce que tu entends. Et en disant cela, elle cache le couteau de cuisine dans sa manche. La petite sœur voit ça, donc évidemment, elle ne comprend pas, mais ça l'inquiète. Elle accepte de faire ce que sa sœur lui a demandé. Stéphanie redescend et elle voit sa mère et Mathieu qui est confortablement assis dans le canapé comme s'il était chez lui, en train de discuter. Stéphanie, elle, s'assoit sur le rebord du canapé où se trouve sa mère, et Mathieu n'arrête pas de faire des allusions en disant « Viens t'asseoir à côté de moi, tu seras mieux », il tapote sur le siège, et Stéphanie, à chaque fois, dit qu'elle est très bien là où elle est. Et c'est en voyant ce jeu étrange que là, la maman de Stéphanie comprend quelque chose. Elle comprend que sa fille n'est pas dans un état naturel, alors elle saisit que quelque chose s'est passé, et pas quelque chose de bien. Alors, elle dit à Mathieu qu'il est tard et qu'il est temps pour lui de s'en aller. Mathieu accepte, il se lève et habituellement il avait l'habitude de faire la bise à Stéphanie avant ces événements. Mais là, il sent que quelque chose ne va absolument pas dans son sens, donc il reste très formel. Stéphanie suppose qu'en fait Mathieu était venu là pour s'assurer qu'elle n'allait pas tout déballer à sa mère sur la tentative clairement d'abus de Mathieu. Mathieu tend la main à Stéphanie et Stéphanie lui serre la main. Mais elle lui serre la main d'une certaine manière. Rappelez-vous, elle avait un couteau de cuisine dans sa manche et elle s'est arrangée pour que la pointe du couteau sorte légèrement. Comme ça, au moment où elle serre la main de Mathieu, la pointe va le piquer. Et ça, c'est quelque chose que Mathieu ressent instinctivement. De par cette légère douleur, il retire sa main, il baisse les yeux et il voit qu'il y a un couteau de cuisine dans la manche de Stéphanie, lui indiquant qu'elle est prête à s'en servir si jamais il tente de faire quoi que ce soit vis-à-vis d'elle, de sa mère, même de sa petite sœur. Mathieu repart donc précipitamment et pendant les jours qui ont suivi, il n'a donné aucun signe de vie à Stéphanie ou à sa famille, chose qui était par rapport au passif de Mathieu avec la famille plutôt inhabituel. Lui était plutôt présent de base dans la vie de la famille. Stéphanie a tout raconté à sa mère
et elle explique qu'elle ne pouvait pas vraiment aller voir la police parce qu'il n'y avait en soi pas eu de tentative de la part de Mathieu. Il y avait certes l'intention de faire quelque chose pendant la fameuse nuit, mais il ne l'avait pas fait. Donc du point de vue de la police, il n'aurait rien pu faire. Mais quand même, cette histoire lui trottant énormément dans la tête, ce qui est normal, alors Stéphanie en a parlé à différentes jeunes filles de son âge qui vivaient dans son quartier quand elle a eu l'occasion de les croiser. Et c'est là qu'elle a appris que Mathieu, en réalité, n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà eu des comportements déplacés. Pas de tentative d'abus, sinon les autres jeunes filles auraient contacté la police, mais c'était toujours des interactions où il était très insistant, où il avait des gestes déplacés, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui a conforté Stéphanie dans l'idée que, effectivement, elle n'a pas rêvé la situation qui s'est produite, elle n'a pas mal interprété certaines choses. Mathieu a bel et bien eu un comportement extrêmement déplacé et qui sait ce qui aurait pu se produire si jamais elle n'avait pas réussi à mettre des stops quand il le fallait. Stéphanie conclut son histoire en disant qu'en soi, après cette fameuse nuit qui l'a marquée, Mathieu n'a plus jamais tenté de rentrer en contact avec elle. La seule chose que Stéphanie sait, c'est que, étrangement, Mathieu a quitté la région peu de temps après ces événements. Chose qui a complètement rassuré Stéphanie concernant sa sécurité et le fait de ne plus jamais le revoir. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter quelque chose qu'a partagé John. Alors qu'il était en train d'aider sa petite fille à ranger sa chambre, sa petite fille lui a posé une question. En gros, elle lui a demandé ce que c'était qu'une alerte enlèvement. Donc John lui a expliqué, et le fait de parler de ça, ça lui a rappelé quelque chose qui s'était passé alors que John était un enfant. Quand il était âgé de 10 ans, il avait pour habitude, avec ses parents, d'aller dans une ville qui se trouvait peut-être à une trentaine de minutes de là où lui vivait, et il avait l'habitude d'y aller avec ses parents parce qu'il y avait plus de restaurants, plus de magasins, et sa maman, qui adorait faire des travaux manuels, de l'artisanat, aimait se rendre dans une des boutiques de cette fameuse ville, un grand magasin de tissus, afin de récupérer différents tissus pour ses travaux manuels à la maison. Donc on est dans ce genre de circonstances. John s'était rendu avec sa famille dans la fameuse ville, la maman voulait aller dans le fameux magasin de tissus, le papa lui ça ne l'intéressait pas, donc lui ce qu'il avait l'habitude de faire quand il y avait un magasin dans lequel il ne voulait pas rentrer, c'était qu'il restait dans la voiture. John lui a suivi sa maman et il explique que le magasin de tissus était très grand. Il y avait de grandes étagères. Après il explique aussi que lui était un enfant, donc plutôt petit, et que tout semble, quand on est enfant, assez immense. Mais là, même pour un adulte, ça pouvait être assez grand. Donc lui était en train de se balader dans le magasin, il ne suivait pas vraiment sa mère, elle vaquait à ses occupations, elle faisait ses petites recherches de tissus, et les étagères étaient tellement grandes qu'à chaque fois, John lui pouvait voir sa maman derrière une étagère, mais il n'y avait que la tête qui dépassait. Donc tant qu'il la voyait, il était rassuré, mais il se rendait compte qu'en fait sa maman s'éloignait de plus en plus. Ça ne l'effrayait pas du tout, lui il vaquait à ses occupations, il savait que sa mère allait le récupérer quand elle allait partir, enfin lui il faisait sa petite vie tranquillement. Il s'ennuyait, et du coup, il regardait un peu les différents tissus, il les touchait, vraiment, il essayait de passer le temps. Et à un moment donné, alors qu'il marchait en regardant par terre, il a fait face à un homme. Un homme qui le regardait fixement avec un énorme sourire. John, lui, était dans ses pensées, il n'a pas réagi sur le moment, il n'avait pas de réaction particulière. Et l'homme l'a interpellé en lui demandant comment il s'appelait, quel âge il avait, si ses parents étaient là. Et John, lui, non pas qu'il ne voulait pas parler à un inconnu, mais il en avait juste pas envie. Donc il ne dit rien et l'homme, lui, enchaîne, continue de poser des questions. Et c'est quelque chose qui a tendance à agacer John. Lui, il était tranquillement dans son monde, il voulait pas que quelqu'un vienne le sortir de là. Donc, ce que John fait, c'est qu'il passe à côté de l'homme, il ne répond pas, il fait sa vie, et l'homme se retourne vers John, et cette fois-ci, il ne lui parle pas d'un air un peu amical. Il lui parle d'un air extrêmement agressif, et c'est quand l'homme a pris ce ton que là John s'est retourné et qu'il a vu que l'homme essayait en fait de se rapprocher de lui pour l'attraper. John a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors il a commencé à fuir cet individu qui l'effrayait en faisant un peu le tour des étagères. L'homme, lui, n'en démordait pas, il suivait John et à un moment donné, il a réussi à l'attraper. John, complètement en panique, a crié de toutes ses forces. Et il a très bien fait, car ce cri a permis d'interpeller sa maman. Sa maman qui est immédiatement venue voir ce qu'il se passait, et elle est tombée nez à nez avec ce spectacle. Un homme qu'elle ne connaît pas, que son fils ne connaît pas, qui le tient par le bras et qui essaye de le tirer. Quand l'homme a été pris sur le fait,
il a immédiatement retiré son emprise de John et il a voulu faire passer la chose comme un jeu, faire croire qu'il jouait avec l'enfant. La mère, elle, n'a rien dit, elle était en fait bouleversée par ce qu'elle voyait devant ses yeux. Et l'homme qui avait un chapeau a juste dit au revoir madame, il a juste, vous savez, fait le geste avec son chapeau là pour la saluer et il a quitté le magasin tout de suite. La mère de John est venue le voir tout de suite, elle l'a rassuré parce qu'elle a vu que John était bouleversé. Le petit garçon a tout raconté et la maman l'a félicité en disant qu'il avait très bien fait d'une part de ne pas répondre à cet individu et de crier quand il s'est senti menacé. Il est certain que cet individu avait des intentions néfaste vis-à-vis de John. On peut penser qu'il comptait l'enlever. Pourquoi? Parce que pourquoi un homme se rendrait dans un magasin de tissus, rentre dans le magasin, va interpeller un enfant et dès qu'il se fait choper par la mère, s'en va? Généralement, ça ne veut pas dire 10 000 choses. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter ce que nous a partagé Scott. Il nous dit qu'il a rencontré une jeune femme du nom de Elena alors qu'il était dans le bus pour se rendre au lycée. C'était une jeune femme qui montait dans le même bus que lui, mais qui ne montait pas dedans au même arrêt. Il y avait un, voire deux arrêts, il ne vivait pas très loin en soi, mais c'était pas le même arrêt directement. Et un jour, c'est comme ça que s'est fait la rencontre, Elena et Scott étaient assis à côté dans le bus et Elena s'est endormie sur l'épaule de notre ami Scott. C'est à son réveil qu'ils ont commencé à échanger et petit à petit, c'est un rituel qui s'est passé de plus en plus dans le temps. Ils s'installaient régulièrement à côté, les deux ont commencé à se rapprocher tellement qu'ils ont même commencé à sortir ensemble. La relation se passait plutôt bien. Scott, avec le recul, en analysant tout ce qui s'est passé, se rend compte que lui disait beaucoup de choses sur sa personne, mais que elle, finalement, ne partageait pas grand-chose. Sur le moment, c'est pas quelque chose dont il s'était rendu compte, mais au fur et à mesure de la relation, sachant qu'Elena avait connaissance de certaines choses de personnelles au sujet de Scott, elle faisait parfois des blagues un peu dures sur les choses qui pouvaient rendre Scott fragile, sur ses faiblesses. Et quand elle voyait que Scott était assez touché par ce qu'elle considérait comme des blagues, elle ne s'excusait pas, mais elle disait que c'était une erreur. La relation a encore continué et le comportement d'Elena a commencé encore à changer un petit peu. Elle commençait à devenir très jalouse. Par exemple, un jour, quand Scott a pris le bus, il s'est assis quelque part, il avait l'habitude de s'asseoir au même endroit, et Elena, elle s'asseyait juste à côté de lui, c'était leur habitude. Sauf qu'une fois, eh bien, il y a une autre fille qui s'est installée à la place où habituellement Elena se mettait, entre le moment où Scott est monté dans le bus et où Elena devait monter à son tour quand le bus allait arriver à son arrêt. Et c'est quelque chose qui a apparemment fortement déplu à la jeune femme. Effectivement, sur le moment, quand elle a vu la scène, elle n'a rien dit. Mais bizarrement, bien que Scott et cette jeune femme qui s'était installée à côté de lui avaient un petit peu discuté, mais sans plus, cette jeune femme faisait tout après le fameux trajet de bus pour éviter Scott, et plus personne n'a pris la place d'Elena par la suite. Scott n'en est pas sûr, mais il est quasiment persuadé qu'Elena a dit quelque chose à cette fille qui lui a fait peur. Encore un peu plus tard dans la relation, Scott s'est rendu compte qu'Elena commençait à être quelque peu violente physiquement à son égard. Ça pouvait être dans différentes circonstances. Par exemple, si elle faisait une blague, elle pouvait mettre un coup assez violent dans les côtes de notre ami. Jusque-là, on pourrait se dire que ce serait simplement quelqu'un qui ne fait pas attention à la force qu'elle met dans ses coups, que ça n'a rien de particulièrement dangereux. Mais à un moment donné, alors que Scott et Elena étaient au lycée, dans les couloirs, Scott a fait une blague qui a déplu à la jeune femme. Et pour faire comprendre son mécontentement, elle a plaqué violemment notre jeune ami contre le mur du couloir. Une action qui lui a fait mal. Et quand il l'a dit à sa petite amie, elle, encore une fois, ne s'est pas excusée. Elle a simplement dit que c'était encore une fois une erreur, qu'elle n'avait pas fait exprès. Mais c'est le genre d'événement qui s'est reproduit plusieurs fois, et en plus d'être violente physiquement, elle était aussi violente parfois dans ses mots. Elle jouait constamment sur les insécurités qui pouvaient affaiblir notre ami Scott. Donc, à partir de ce moment-là, Scott commence à voir la relation qu'il entretient avec Elena d'un mauvais œil. Il se dit que peut-être ce n'est pas une personne qui est faite pour lui. Il envisage de rompre, mais il n'a pas encore pris de décision. Il y a deux autres éléments qui ont fait que là, il a pris
la décision ultime. Premier élément, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en fait, Elena le stalkait. En fait, elle le prenait en photo à son insu. Et elle avait dans un journal sur lequel il est tombé, collé différentes photos. Donc ça pouvait être Scott qui allait aux toilettes, qui se baladait dans les couloirs, ce genre de choses, mais sans qu'il sache qu'Elena était dans le coin et qu'il la prenait en photo. Ou alors il y avait des écrits où Elena indiquait le moindre fait et geste concernant Scott. Le deuxième point, c'est qu'un jour, Elena a gagné un concours à l'école. Elle a donc eu un trophée avec sa photo et il y avait une plaque avec son nom dessus. Et en voyant le trophée, Scott s'est rendu compte qu'en fait, sa petite amie ne s'appelait pas Elena. En fait, pendant tout le temps de leur relation, elle a menti sur son identité. Donc Scott s'est posé naturellement des questions en se disant qu'en fait, la personne avec qui il était, il ne la connaissait pas. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour lui, c'en était trop, donc il a décidé de rompre avec Elena. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Cette relation avait duré 4 mois, donc ce n'était pas extrêmement long. Et Scott, qui pensait que Elena allait passer rapidement à autre chose, s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Par exemple, il ne s'asseyait plus à côté dans le bus, mais il se rendait compte que Elena, quand ils étaient dans le même environnement, donc dans le même bus, le même couloir, la même pièce, ne le quittait pas des yeux. Elle avait un regard constamment posé sur lui. Et ça, c'est quelque chose qui a mis Scott très mal à l'aise, pendant d'ailleurs toute la durée de sa scolarité. Quand il a fini ses études, il pensait que ça y est, il en aurait fini avec ce regard insistant, ce côté stalker qu'avait Elena, mais il se trompait. Il a commencé à travailler dans un magasin où il vendait différents articles, une sorte de supérette en quelque sorte. Et bien qu'il n'avait plus jamais entendu parler d'Elena, à un moment donné, il a été surpris de la voir entrer dans son magasin. Et chose qui était surprenante, c'est qu'elle n'est pas rentrée par hasard. Quand elle a remarqué que Scott l'avait vue, elle a juste pris un article et elle a fait genre qu'elle voulait l'acheter. Et elle a fait ça plusieurs fois et à chaque fois, il y avait toujours des caractéristiques qui étaient assez communes. Par exemple, elle se mettait toujours dans la file d'attente de la caisse de Scott, elle ne le quittait pas des yeux, parfois même elle faisait une sorte de tour de la supérette, mais elle se mettait juste derrière une étagère pour le fixer. Clairement, Scott était victime de stalking. Il en a parlé à des collègues qui ont remarqué ce comportement. Des patrons ont été contactés parce que des collègues se sont plaints du comportement d'Elena, mais les patrons ont décidé de ne rien faire parce que Elena, à chaque fois, pour faire, j'allais dire passer la pilule, mais c'est pas ça, mais pour faire bonne figure, acheter toujours un article ou deux. Et donc, c'est de l'argent qui est mis dans le magasin, et pour les patrons, c'est de l'argent en plus, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de la faire partir. Pour Scott, c'en était trop, alors ce qu'il a décidé de faire, c'est de démissionner. Il est parti, il a presque changé de vie, il a changé de boulot, cette fois-ci il n'était plus dans un boulot où il vendait des objets, il était dans un autre boulot où il n'avait pas de contact avec la clientèle, et à un moment donné, eh bien, il devait charger quelque chose dans un camion. Il était accompagné d'une collègue avec qui il s'entendait très bien, et alors qu'il faisait justement son chargement, qui a-t-il vu à un moment donné au loin l'observer? Elena. Mais à chaque fois, elle ne fait que l'observer, elle n'a aucune autre interaction avec lui. Et lui ne sait pas vraiment pourquoi, eh bien, elle fait une obsession sur lui, comme ça. Elle n'a rien tenté, c'est juste quelque chose qui met Scott extrêmement mal à l'aise. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un avec qui il est sorti quelques mois fasse une fixette comme ça sur lui. Et donc, sachant qu'il était mal à l'aise quand il a vu qu'il y avait Elena à son nouveau travail, il est parti quelques instants, et quand il est revenu, il a remarqué que la collègue avec qui il était assez perturbée. Elena n'était plus là et la collègue n'a pas voulu dire ce qui l'avait perturbé, et elle ne semblait pas perturbée par rapport à Scott. Donc on peut penser qu'Elena n'a rien dit au sujet de Scott, mais qu'elle a dû dire quand même quelque chose à cette fameuse collègue. D'ailleurs, le lendemain, la collègue a démissionné. Donc est-ce qu'elle a été menacée? On ne sait pas. Scott sait que cette collègue ne se plaisait pas trop dans le boulot, donc il se dit que peut-être ça n'a rien à voir, mais évidemment, le timing fait qu'il y a un doute qui subsiste. Donc, encore une fois, voyant que Elena l'a retrouvée, Scott décide, cette fois-ci, encore une fois, de changer de vie. Il rechange de boulot, il change de ville, et il refait un boulot où il doit faire un chargement de cargaison, ce genre de choses, un truc où il a un uniforme de travail. Et un soir, alors qu'il pensait que toute son histoire était derrière lui, il s'est dit qu'il allait tranquillement dîner dans un restaurant. Donc il s'est installé après le travail à une table, et il a remarqué que juste de l'autre côté de la vitre, il y avait la salle qui était séparée par une sorte de baie vitrée. Il y avait Elena qui dînait avec quelqu'un. Et elle ne semblait pas du tout intéressée par la personne avec qui elle dînait,
elle n'arrêtait pas de regarder Scott et de le regarder de haut en bas, comme si elle l'analysait. Scott, lui, était mal à l'aise, mais en fait, dans sa tête, il commençait à être confus. Il se dit, mais est-ce que cette femme, sachant qu'elle me colle autant, c'est la femme de ma vie? Est-ce que j'ai fait une erreur? Vraiment, cette pression qu'il a eue depuis un moment, ça lui a fait complètement perdre la raison. Ça lui a fait se poser beaucoup de questions. Et ce fameux soir, quand il était au restaurant, il est allé aux toilettes. Et quand il s'est regardé dans le miroir, après avoir fait ce qu'il avait à faire, il a compris en fait pourquoi Elena le regardait fixement. En fait, c'est qu'il avait encore son uniforme de travail avec logo d'entreprise, donc clairement, il a donné toutes les informations à Elena pour le retrouver. Quand Scott a fini de partager son histoire, il ne dit pas si Elena est revenue le voir par la suite. Ce qu'il dit, c'est qu'il pense qu'à un moment donné, elle va revenir. Est-ce qu'il fera une update sur son histoire? Ça, on verra bien dans le temps. C'est une histoire qui me fait beaucoup penser à, je sais pas si vous l'avez vu, c'était sur Netflix, une série qui est inspirée d'une histoire vraie qui s'appelle Mon Petit Renne. Ça me fait beaucoup penser à cette histoire-là, avec d'ailleurs ce jeu de pensée où la personne qui est stalkée commence à se dire « mais est-ce que je suis pas en fait attiré par la personne qui me stalk ?» À un moment donné dans la série, c'est quelque chose qui se passe, donc je trouve que l'histoire ressemble un peu dans le délire à ce truc-là. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a raconté Margaret. Margaret nous dit qu'elle vivait avec sa mère et qu'à un moment donné, sa maman a rencontré quelqu'un. C'était pas un homme qui est devenu son mari ou quoi que ce soit, c'était simplement son petit ami. Et une nuit, alors que Margaret dormait, elle en est absolument persuadée. Elle sait que cet homme est venu la voir et la toucher. Elle en a parlé dès le lendemain, sachant qu'elle était choquée le reste de la nuit à sa maman. Sa maman ne l'a pas vraiment prise au sérieux, mais elle en a quand même parlé au petit ami en question. Et le petit ami en question a dit, pour se défendre, qu'il était juste venu dans la chambre pour remettre la couette sur les épaules de Margaret. En gros, une grosse connerie. Donc, la maman a laissé passer. Elle n'a pas cherché plus que ça, elle s'est dit « ok ». Et donc, ces événements ont continué. Margaret faisait tout pour se prémunir de ce genre de situation absolument affreuse. Elle essayait de verrouiller sa porte autant qu'elle le pouvait, mettre un cadenas, mais elle ne sait pas comment cet homme abominable arrivait à chaque fois à rentrer dans sa chambre. Pour elle, ce n'était pas une première, elle avait déjà subi ce genre d'événement de la part de son grand-père, d'un de ses cousins. Donc cet homme ne faisait que raviver la flamme de ce traumatisme. À chaque fois que Margaret sentait cet homme rentrer dans sa chambre, elle était complètement tétanisée, elle n'arrivait plus à bouger. Une fois, quand elle s'est retournée alors qu'elle dormait, elle a vu l'homme allongé derrière elle, très proche de son visage et qui lui a dit « je t'aime » et qui l'a forcé à l'embrasser. Et à chaque fois, il faisait ça, pas forcément dans la nuit, mais très tôt le matin, quand la maman de Margaret partait travailler. Comme ça, si jamais Margaret criait pour appeler sa mère, elle ne pouvait pas venir et donc avoir la preuve qu'il se passait bel et bien quelque chose, même si, à mon sens, avoir une preuve dans ce genre de circonstances, c'est pas nécessaire. Elle devrait croire sa fille. Finalement, dans cette histoire très courte, ce qu'a fait Margaret, c'est qu'elle a acheté une arme, pas une arme à feu, une arme blanche, pour pouvoir se défendre si jamais cet homme revient, mais quelques jours après avoir justement acheté cette arme, l'homme n'est pas revenu, il n'en a pas eu l'occasion parce que Margaret, elle, a décidé de quitter son domicile pour trouver un confort, une sécurité dans son propre foyer, sécurité qu'elle ne trouvait pas dans celui de sa mère. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter ce qu'a partagé Steve, une histoire qui s'est passée durant un jour qui était censé être l'un des plus beaux jours de sa vie. Steve nous dit que son histoire se passe le jour de son mariage. Il s'était marié avec celle qu'il aimait, Jennifer. Et le mariage s'était très bien passé. Ils avaient créé de magnifiques souvenirs. Et à la suite de ce mariage, il devait partir avec sa femme donc pour une lune de miel dans un bel endroit à Cancun. Néanmoins, ne roulant pas forcément sur l'or, pour pouvoir économiser sur les billets d'avion, bien qu'il vivait aux États-Unis, Fabien et sa femme ont décidé de partir d'un aéroport au Canada. Ce n'était qu'à 3 heures de route du lieu du mariage, donc ce n'était pas quelque chose d'impossible à faire ou de compliqué, et financièrement ça arrangeait énormément le couple. Alors, après le mariage, aux alentours de 22 heures, là le couple s'est mis en route pour se rendre à l'aéroport et ensuite partir en lune de miel. Le couple a quitté la ville et ils sont arrivés dans une zone boisée où il y avait de moins en moins de personnes sur les routes et en plus de ça il faisait nuit, donc ils étaient quasiment seuls sur la route. Suite à cette quand même grosse journée, il y avait une certaine fatigue qui était présente.
La femme de Fabien, elle, s'était endormie dans la voiture. Fabien, lui, continuait de conduire, mais à un moment donné, il a senti la fatigue lui aussi le frapper. Alors, plutôt que de risquer de créer un accident à cause de la fatigue en s'endormant au volant, il a plutôt préféré s'arrêter à une station-service afin de prendre un petit Red Bull, une boisson énergisante, et de se reposer un petit peu, faire une pause. Et il a eu bien raison. Quoique, je pense que, vu ce qu'il s'est passé, il aurait préféré éviter. Il s'est donc garé à la station-service, il n'y avait quasiment personne, enfin pas grand monde. Fabien a dit à sa femme qui dormait qu'il en avait pas pour longtemps et qu'il prenait les clés de la voiture, qu'il allait l'enfermer le temps qu'il aille faire son achat. Sa femme dormait toujours, elle a juste acquiescé un peu de la tête dans son sommeil pour dire d'accord. Et donc Fabien est allé dans la station-service faire son achat, se dégourdir un peu les jambes. Il en a eu pour même pas 10 minutes, mais en revenant à son véhicule, il a vu que sa femme était cette fois-ci bien réveillée et qu'elle était complètement en panique. Elle pleurait presque. Donc Fabien, très curieux et surpris, est allé dans le véhicule et a demandé ce qu'il s'était passé. Et c'est là que sa femme va tout lui raconter. Elle dormait et peu de temps après que Fabien ait quitté le véhicule, elle a entendu quelqu'un taper sur la vitre côté conducteur. Alors, pensant que c'était son époux, la femme de Fabien a tendu la main pour appuyer sur le bouton pour déverrouiller les portes. Sauf que c'est là qu'une pensée lui a frappé l'esprit. Et heureusement que cette pensée lui a frappé l'esprit, bien qu'elle était endormie. C'est que Fabien avait dit qu'il avait pris les clés de la voiture. Donc pourquoi aurait-il eu besoin qu'on déverrouille la porte du véhicule s'il avait lui-même les clés? Alors, sa femme a regardé au travers de la fenêtre côté conducteur qui pouvait bien essayer d'ouvrir la porte, et c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était en réalité une femme avec un sourire qui lui arrivait presque jusqu'aux oreilles, extrêmement malsain. Elle avait un regard clairement de folle et elle tapait sur la vitre frénétiquement. Cette femme disait « tu es fatigué, elle lui répétait ces mots sans cesse, et la femme de Fabien était sous le choc. Elle ne comprenait pas ce que cette femme faisait là, et même cette situation dans cette station-service presque déserte, ça l'apeurait. Et alors qu'elle n'a même pas dit un mot, cette fameuse femme étrange a changé de comportement. Elle a commencé à essayer d'ouvrir la porte de la voiture frénétiquement. Que voulait-elle faire? On l'ignore, mais en tout cas, ce qu'elle réussissait à faire, c'était faire paniquer la femme de Fabien. C'est là que les larmes ont commencé à monter. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Pour elle, cette journée qui était initialement magnifique se transformait en une journée de cauchemar. Et la femme qui était là a commencé ensuite à parler d'une Sarah, à dire tu connais Sarah, tu connais Sarah. Vraiment, ces paroles n'avaient aucun sens. Et dans la panique, la femme de Fabien s'est jetée sur le volant et elle a klaxonné en fermant les yeux et en criant. Elle voulait se sortir de cette situation. Rappelez-vous, elle était enfermée dans la voiture, elle ne savait pas quoi faire et si elle sortait, pour elle, elle était fichue. Elle a donc klaxonné plusieurs fois, elle est revenue ensuite sur son siège et elle s'est en quelque sorte caché les yeux, pensant que si elle ne voyait pas ce qu'il se passait, rien ne pourrait lui arriver. On ne juge pas, dans la panique, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire. Et c'est là que Fabien est arrivé. La femme qui essayait d'ouvrir la voiture, elle était partie. Et à la suite de l'écoute de toute cette histoire, Fabien était très choqué parce que déjà l'événement qu'on lui a raconté, eh bien ça lui semble invraisemblable, mais il croit sa femme. Et ce qui l'a d'autant plus surpris, c'est que sa femme a klaxonné, mais lui, qui était pas très loin dans la station-service, il n'a absolument rien entendu. Donc, il a rassuré sa femme, il remercie sa bonne étoile d'avoir pensé à enfermer sa femme dans la voiture, parce que s'il était parti comme ça, en se disant qu'il n'y avait pas de danger et qu'il n'avait pas verrouillé la portière, la personne qui a essayé de s'introduire dans le véhicule aurait réussi, et là, qui sait ce qui aurait pu se produire. Mesdames et messieurs, nous en avons terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, AkenTV. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!